La nuit battait son plein au restaurant Le Grand, l'un des plus luxueux de la ville. Les lumières scintillantes se reflétaient sur les verres en cristal, tandis que les serveurs glissaient entre les tables, servant des plats sophistiqués. Dans le coin le plus réservé, une famille noire était assise, visiblement mal à l'aise face aux regards curieux des autres clients. Anthony et Rebecca Dubois, accompagnés de leurs enfants Marc et Lily, tentaient de profiter de leur soirée en famille, célébrant la récente promotion d'Anthony au travail. Rebecca murmura à Anthony, essayant de masquer son inconfort, « Peut-être que nous aurions dû choisir un endroit moins tape à accent grave-l'œil. » Avant qu'Anthony ne puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit avec une soudaine rafale de vent, et entra Charles Lefebvre, l'un des hommes les plus riches et influents de la ville. Sa présence était annoncée par l'éclat de sa montre en or et par le sourire confiant qu'il arborait. À ses côtés se tenait son épouse, Clarissa, une femme élégante et froide, toujours prête à maintenir les apparences de la famille Lefebvre. Charles jeta un coup d'œil rapide autour de la salle, ses yeux se posant momentanément sur la famille Dubois. Il arqua un sourcil, une expression de mépris visible sur son visage, avant d'être conduit à sa table spéciale, au centre du restaurant. Les Dubois continuèrent leur repas, mais la tension dans l'air était palpable. Marc, le fils aîné, tenta de détendre l'atmosphère avec une blague. « Vous avez vu sa tête ? On dirait qu'il avait avalé un citron. » Lily rit, mais Anthony lança un regard inquiet à Rebecca. « Ne laissons pas cela gâcher notre soirée, d'accord ?» Peu de temps après, Charles se leva et, à la surprise générale, se dirigea directement vers la table des Dubois. « Intéressant de voir une famille comme la vôtre dans un endroit comme celui-ci, dit-il avec un sourire sarcastique. Anthony se leva, essayant de rester calme. « Nous sommes ici pour célébrer une réussite familiale, monsieur Lefebvre. » Charles rit, un son vide et sans humour. « Une réussite ? Quel genre de réussite pourrait justifier, eh bien, votre présence ici ?» Rebecca agrippa le bras d'Anthony, essayant de l'apaiser. « S'il vous plaît, nous ne voulons pas de problème. »« Des problèmes ? Oh, vous ne pouvez pas causer de problème, » dit Charles, se tournant vers les autres clients qui observaient maintenant la scène avec intérêt. À ce moment-là, le gérant du restaurant, un homme grand et bien habillé nommé Richard, s'approcha rapidement. « Monsieur Lefebvre, tout va bien ici ?» Charles regarda Richard, une lueur malicieuse dans les yeux. « Je pense que notre présence ici dérange certains des clients habituels. Il serait peut-être bon de reconsidérer la politique du restaurant sur qui est autorisé à entrer. » Anthony fit un pas en avant. « Nous avons autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. » Charles inclina la tête, son sourire ne vacillant jamais. « Des droits ? Voyons combien de temps vous pouvez maintenir cette illusion, Dubois. » La tension atteignit son paroxysme, avec les regards des autres clients et du personnel fixés sur la scène. Anthony sentit la colère bouillonner en lui, mais Rebecca serra de nouveau son bras, un regard suppliant dans les yeux. « Cela ne vaut pas la peine, » murmura-t-elle. Charles Lefebvre lança un dernier regard méprisant avant de retourner à sa table, laissant derrière lui un murmure de commérage dans le restaurant. La famille Dubois tenta de reprendre son repas, mais le moment de célébration avait été irrémédiablement terni par l'humiliation publique. Dans les coulisses, alors que Charles retournait à sa place de choix, une pensée sombre traversait son esprit, il devait maintenir ses apparences, à tout prix. La faillite était un secret qui ne pouvait être révélé, pas tant qu'il lui restait un semblant de pouvoir à préserver. Pendant ce temps, Marc, le jeune ambitieux de la famille Dubois, observait Charles avec un regard déterminé. Il savait que cette nuit ne se terminerait pas ainsi et que la confrontation qui avait commencé là n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. La nuit au Le Grand était passée, mais les marques de la confrontation étaient encore présentes dans l'esprit d'Anthony Dubois. L'incident avec Charles Lefebvre avait créé une fissure dans la tranquillité qu'il avait toujours tenté de maintenir pour sa famille. Les semaines suivantes apportèrent un nouveau défi, Marc était déterminé à en savoir plus sur l'homme qui les avait publiquement humiliés. Pendant ce temps, Anthony retourna au travail, où il avait récemment été promu chef de projet dans une entreprise de génie renommée. Son patron, M. Bernard, le félicita pour sa réussite, mais Anthony ne pouvait s'empêcher de ressentir le poids de l'incident au restaurant. Rebecca, quant à elle, se consacrait à ses élèves dans l'école publique où elle enseignait, essayant d'oublier ce qui s'était passé, mais les commentaires et les murmures parmi les collègues rendaient cela difficile. Marc, un étudiant brillant et perspicace, commença à enquêter sur la vie de Charles Lefebvre. Utilisant les ressources de la bibliothèque de l'école et d'Internet, il découvrit que Lefebvre Industries, l'entreprise de Charles, traversait des difficultés financières. À la maison,
il partagea ses découvertes avec sa sœur, Lily, qui était initialement sceptique, mais qui devint ensuite intriguée par la détermination de son frère. « Tu penses vraiment qu'il est en faillite ?» demanda Lily, alors qu'ils étaient dans le salon, les yeux fixés sur l'ordinateur portable de Mark. « J'en suis sûr, » répondit Mark, montrant les rapports financiers qu'il avait trouvés. « Il cache ça à tout le monde, mais nous ne pouvons pas le laisser continuer à humilier les gens. » Rebecca, entendant la conversation de ses enfants, s'approcha. « Mark, Lily, ce n'est pas quelque chose dans lequel vous devriez vous impliquer. Charles Lefebvre est un homme puissant. » Justement pour ça, maman, insista Mark. Il utilise son pouvoir pour opprimer les autres. Nous devons faire quelque chose. Anthony, rentrant à la maison, entendit la dernière partie de la conversation. Faire quelque chose à propos de quoi? Rebecca soupira. Mark enquête sur la vie de Charles Lefebvre. Il pense que nous pouvons exposer ce qu'il a découvert. Anthony regarda son fils, un mélange de fierté et d'inquiétude sur son visage. Fils, je sais que tu veux la justice, mais cela peut être dangereux. Ne sous-estime pas ce qu'un homme désespéré peut faire pour maintenir son pouvoir. Mais Mark était déterminé. Les jours suivants, il poursuivit ses recherches, désormais avec l'aide d'un de ses professeurs d'histoire, Monsieur Dupont, qui était aussi avocat. Monsieur Dupont conseilla Mark sur la meilleure manière de collecter et de présenter des preuves, et ensemble, ils commencèrent à monter un dossier. Pendant ce temps, dans le bureau de Lefebvre, Charles était de plus en plus pressé par ses créanciers. Il se trouvait dans des réunions interminables, essayant désespérément de sauver son entreprise. Clarissa, percevant la tension chez son mari, tenta de le réconforter, mais ses paroles ne faisaient que souligner la gravité de la situation. « Charles, nous devons faire quelque chose. »« Que se passera-t-il si tout cela éclate au grand jour ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ne t'inquiète pas, Clarissa, » répondit Charles, bien qu'il sache que ses mots étaient vides. « Je vais trouver une solution. » À l'école, Mark commença à noter un changement dans le comportement de ses camarades et professeurs. Certains l'évitaient, d'autres l'admiraient pour son courage. Lily, quant à elle, s'impliqua dans des activités parascolaires, cherchant une distraction à la tension qui montait à la maison. Un jour, alors qu'il était à la bibliothèque, Mark reçut un message anonyme sur son téléphone. « Arrête ton enquête ou il y aura des conséquences. » Effrayé, il montra le message à Monsieur Dupont, qui lui conseilla de faire preuve de prudence. « Ça prouve seulement que nous sommes sur la bonne voie, » dit Monsieur Dupont. « Mais tu dois être en sécurité. Promets-moi que tu seras prudent. » Mark promit, mais le message ne fit que renforcer sa détermination. À la maison, il parla de la menace à ses parents, et Anthony finit par accepter de l'aider. « Si nous devons faire ça, faisons-le de la bonne manière, » dit Anthony. « Rassemblons toutes les preuves et exposons Charles Lefebvre pour ce qu'il est vraiment. » Les jours suivants, la famille Dubois se serra les coudes comme jamais auparavant. Anthony utilisa ses contacts au travail pour obtenir des informations supplémentaires, tandis que Rebecca commença à discuter avec ses élèves et collègues, écoutant des histoires et des rumeurs sur les pratiques de Lefebvre Industries. La tension montait, mais la détermination de la famille était plus forte. Chaque petite victoire les rapprochait de leur objectif final, démasquer Charles Lefebvre et s'assurer qu'il paie pour ce qu'il avait fait. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'était que Charles, dans son désespoir, commençait à tracer ses propres plans. Et lorsque deux mondes entrent en collision, les conséquences peuvent être imprévisibles. L'atmosphère à la maison des Dubois était chargée d'attente et d'appréhension. L'enquête de Mark avait considérablement progressé, et maintenant la famille était prête à passer à l'étape suivante. Anthony, Rebecca, Mark et Lily étaient assis autour de la table de la cuisine, discutant des derniers détails. « Nous avons toutes les preuves, » dit Mark, pointant une pile de documents sur la table. Des rapports financiers, des témoignages d'anciens employés, tout ce qu'il faut pour exposer Charles Lefebvre. Anthony acquiesça, mais il y avait toujours une ombre de préoccupation dans ses yeux. Nous devons être prudents. Charles ne tombera pas sans se battre. C'est un homme puissant et désespéré. Rebecca prit la main de son mari. Nous sommes ensemble dans cette histoire. Nous devons faire ce qui est juste. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Charles Lefebvre assistait à une réunion tendue avec ses avocats et ses conseillers financiers. La pression augmentait, et il savait qu'il était au bord de la faillite. « Monsieur Lefebvre, si nous ne trouvons pas un nouvel investisseur ou un gros contrat dans les semaines à venir, nous serons insolvables, » dit l'un de ses avocats. Charles se massa les tempes, ressentant la migraine lancinante qui le tourmentait depuis des jours.
Je sais, je travaille là-dessus. Mais nous devons garder cela absolument secret. Si cela s'ébruite, ce sera la fin. De retour chez les Dubois, la famille se préparait pour une réunion avec un journaliste d'investigation, Jean Martin, qui s'était intéressé à l'histoire. Jean avait la réputation de dévoiler les scandales corporatifs et était prêt à aider la famille à révéler la vérité. Le jour de la réunion, les Dubois rencontrèrent Jean dans un café discret du centre-ville. Jean, un homme d'âge moyen au regard perçant et à la voix ferme, écouta attentivement tandis que Marc et Anthony présentaient les preuves. « C'est impressionnant, dit Jean, en feuilletant les documents. Avec cela, nous pouvons faire tomber Lefebvre Industries. Mais vous devez être conscient des risques. Il se battra avec tout ce qu'il a. » Anthony hocha la tête. « Nous sommes prêts. Nous voulons seulement la justice. » Alors que la famille Dubois se préparait à la révélation publique, Charles était engagé dans une course contre la montre. Il savait que quelque chose n'allait pas lorsqu'il commença à entendre des rumeurs sur une enquête. Déterminé à découvrir qui était derrière tout cela, il mit ses contacts en action. Un soir, alors que Marc rentrait de l'école, il remarqua une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Le conducteur, un homme portant des lunettes de soleil, semblait l'observer. Marc sentit un frisson le parcourir, mais tenta d'ignorer. Cependant, en tournant le coin, il se rendit compte qu'il était suivi. Marc courut jusqu'à un poste de police à proximité et expliqua la situation à l'officier de garde. Le policier, percevant la gravité de l'affaire, offrit une protection et informa les parents de Marc de l'incident. « C'est plus sérieux que nous le pensions, dit Anthony, inquiet. Charles nous surveille. Nous devons agir rapidement, dit Rebecca, la détermination dans les yeux. Exposons-le avant qu'il ne puisse nous faire taire. » Le lendemain matin, Jean Martin publia la première partie de son reportage, mettant en lumière les pratiques corrompues de Lefebvre Industries et l'imminente faillite. La nouvelle se répandit rapidement, provoquant un émoi dans les médias et parmi les investisseurs de Charles. Charles, furieux et désespéré, convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de crise. « Qui est derrière ça ?» demanda-t-il, frappant la table. « Je veux des noms. » Ses conseillers se regardèrent nerveusement jusqu'à ce qu'une femme d'âge moyen aux cheveux gris parla. « Monsieur Lefebvre, nos enquêteurs ont confirmé que la famille Dubois est impliquée. Le garçon, Marc, est celui qui a commencé l'enquête. » Charles ressentit une vague de rage et de peur. « Les Dubois, bien sûr. Nous aurions dû mettre fin à cela quand nous en avions la chance. Maintenant, ils vont payer. » Déterminé à faire taire la famille, Charles élabora un plan pour les discréditer publiquement. Il utiliserait son pouvoir et son influence pour fabriquer de fausses accusations contre Anthony au travail et créer une narration négative dans les médias sur la famille Dubois. Cependant, Anthony était préparé. Avec l'aide de ses collègues et du soutien de M. Bernard, il rassembla des preuves de son intégrité et de sa loyauté envers l'entreprise. Lorsque les accusations surgirent, Anthony et M. Bernard convoquèrent une conférence de presse pour démasquer les mensonges. « Ces accusations sont infondées, déclara M. Bernard, aux côtés d'Anthony. Anthony Dubois est un employé exemplaire et ses allégations sont une tentative désespérée de détourner l'attention des véritables pratiques corrompues de Charles Lefebvre. » La conférence de presse fut un succès, et la narration commença à changer en faveur des Dubois. La pression sur Charles augmentait, et il savait que son temps était compté. Désespéré, il fit un dernier effort pour sauver son entreprise, essayant d'obtenir un prêt d'urgence d'une banque locale. Mais la nouvelle de la corruption s'était déjà répandue, et les banques refusèrent le prêt. Sans option, Charles se retrouva au bord de l'effondrement. Ce soir-là, il rentra chez lui, où Clarissa l'attendait avec un regard de tristesse. « C'est la fin, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, tenant sa main. Charles acquiesça, acceptant enfin la dure réalité. « Oui, c'est la fin. » Alors que la famille Lefebvre faisait face à sa chute, les Dubois étaient plus unis que jamais. Ils avaient révélé la vérité et obtenu justice, mais ils savaient que la lutte n'était pas encore terminée. Le prochain défi serait de reconstruire leur vie et de s'assurer que Charles Lefebvre ne puisse plus nuire à quiconque. Les jours suivant l'exposition de Charles Lefebvre furent intenses pour la famille Dubois. Les médias étaient en effervescence, et les journalistes faisaient la queue devant leurs portes, cherchant des interviews et plus de détails sur le scandale. Anthony et Rebecca tentaient de protéger leurs enfants de cet assaut, mais ils savaient que cette attention était inévitable. Pendant ce temps, chez les Lefebvre, la réalité de la faillite s'installait enfin. Charles et Clarissa restaient silencieux, le poids des conséquences pesant sur leurs épaules. Clarissa,
qui avait toujours maintenu une façade de froideur, montrait maintenant des signes de fatigue et de désespoir. Au travail, Anthony faisait face à de nouveaux défis. Bien que ses actions aient été applaudies par beaucoup, certains collègues le regardaient avec méfiance, se demandant si le conflit avec Charles avait été le meilleur choix. Monsieur Bernard, cependant, continuait de soutenir Anthony, louant son courage et son intégrité. Rebecca, à l'école, trouvait du soutien chez certains collègues, mais faisait également face à des regards curieux et des murmures dans les couloirs. Elle se dévouait encore plus à ses élèves, trouvant dans la routine une échappatoire à l'agitation environnante. Marc et Lily, quant à eux, tentaient de reprendre une certaine normalité. Marc, toujours déterminé, poursuivait ses recherches et ses études, tandis que Lily s'impliquait davantage dans les activités parascolaires, cherchant un équilibre au milieu du chaos. Un après-midi, Marc reçut un appel inattendu de Jean Martin. « Marc, nous devons parler. J'ai trouvé autre chose sur Charles Lefebvre. » Ils se rencontrèrent dans le même café discret, où Jean présenta de nouveaux documents montrant des transactions financières suspectes impliquant Charles et certains politiciens locaux. Il semble que Lefebvre n'était pas seulement en faillite. Il était impliqué dans un schéma de corruption bien plus vaste. Marc fut surpris, mais non intimidé. « Que pouvons-nous faire avec ça ? Nous allons continuer l'enquête et transmettre ces informations aux autorités compétentes. » « Cela pourrait mener à une enquête fédérale, répondit Jean. Pendant ce temps, Charles était dans son bureau, désormais presque vide. Ses biens avaient été saisis, et son influence s'était évaporée. Il regarda une photo de sa famille, ressentant un mélange de regret et d'amertume. « J'ai échoué, murmura-t-il pour lui-même. J'ai échoué ma famille, mon entreprise, tout. » Clarissa entra dans le bureau, ses yeux fatigués mais avec une nouvelle détermination. « Charles, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons essayer de reconstruire. Nous devons être forts, pour nous et pour nos enfants. » Charles acquiesça, sachant que Clarissa avait raison. « Nous allons repartir de zéro, d'une manière ou d'une autre. » Alors que les Lefebvre tentaient de trouver un chemin pour avancer, la famille Dubois était également en transition. Anthony et Rebecca décidèrent de prendre un congé du travail pour passer plus de temps ensemble et avec leurs enfants, voyageant dans un endroit paisible où ils pourraient réfléchir et se reconnecter. Pendant ce voyage, par une nuit étoilée au bord d'un lac, Anthony rassembla la famille autour d'un feu de camp. « Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Et bien que cela ait été difficile, cela nous a également montré la force que nous avons en tant que famille. » Rebecca sourit, tenant la main de son mari. « Et cela nous a rappelé l'importance de la justice et de la vérité. » Marc, regardant le feu, ressentit une nouvelle responsabilité. « Nous devons continuer à lutter pour ce qui est juste. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme Charles Lefebvre détruire d'autres vies. » Lily, toujours sensible, ajouta, « Et nous devons aussi apprendre à pardonner et à aller de l'avant. Garder rancune ne fait que nous empêcher d'être heureux. » De retour en ville, Jean Martin finalisait la deuxième partie de son reportage, qui serait publié la semaine suivante. L'enquête sur le schéma de corruption était en cours, et les conséquences promettaient d'être encore plus dévastatrices pour Charles et ses alliés. Le voyage des Dubois prit fin, et ils retournèrent chez eux, prêts à affronter les prochains défis. Les médias s'étaient un peu calmés, et la routine commençait à se rétablir. Anthony et Rebecca retournèrent au travail, et Marc et Lily à l'école, mais l'expérience les avait transformés. Pendant ce temps, Charles et Clarissa commencèrent à reconstruire leur vie loin des projecteurs, se concentrant sur la réparation des dommages causés et trouvant un nouveau chemin. Ils savaient que le pardon et la rédemption ne seraient pas faciles, mais ils étaient déterminés à essayer. Les Dubois, désormais plus unis que jamais, continuaient à défendre la vérité et la justice, inspirant les autres à faire de même. La lutte contre la corruption et l'injustice était un chemin long et ardu, mais ils étaient prêts à l'affronter ensemble, avec courage et détermination. Le retour à la routine apporta une nouvelle normalité pour la famille Dubois. La maison, autrefois scène de tension et d'incertitude, était maintenant un espace de tranquillité et d'unité. Les marques de la bataille contre Charles Lefebvre étaient encore présentes, mais chaque membre de la famille avait grandi et s'était renforcé grâce à cette expérience. Anthony, de retour au travail, était respecté et admiré par ses collègues. L'entreprise, inspirée par le courage d'Anthony, mit en place de nouvelles politiques d'éthique et de responsabilité sociale, garantissant que des incidents comme ceux de Charles Lefebvre ne se reproduiraient plus. Monsieur Bernard promut Anthony au poste de directeur des opérations, reconnaissant son engagement envers la justice et l'intégrité. Rebecca, à l'école, devint une référence pour ses collègues et élèves.
Ces cours incluaient désormais des discussions sur l'éthique, la justice et l'importance de se battre pour ce qui est juste, inspirant une nouvelle génération d'étudiants. Elle organisa un événement communautaire pour promouvoir l'égalité et le respect, qui fut un succès et renforça les liens dans la communauté. Marc, avec sa détermination et sa passion, décida de suivre une carrière dans le journalisme d'investigation. Sous la tutelle de Jean Martin, il commença un stage dans le journal local, où sa première série de reportages traitait de la corruption et de la nécessité de transparence dans les affaires et le gouvernement. Son travail fut acclamé, et il gagna rapidement en reconnaissance en tant que jeune prometteur dans le domaine. Lily, inspirée par ce que la famille avait traversé, s'impliqua dans des causes sociales et communautaires. Elle fonda un club à l'école pour discuter des questions de justice sociale, où les élèves pouvaient partager leurs expériences et travailler ensemble pour faire la différence. Son charisme et son empathie en firent une leader naturelle, et elle gagna le respect et l'admiration de ses camarades. Charles et Clarissa, quant à eux, commencèrent une vie plus humble. Ils déménagèrent dans une maison plus petite et Charles trouva un emploi de consultant financier pour les petites entreprises, utilisant ses compétences pour aider les autres à éviter les erreurs qu'il avait commises. Clarissa se consacra au bénévolat, trouvant un but en aidant les moins fortunés. Ensemble, ils apprirent à apprécier les petites choses et reconstruisirent leur vie avec honnêteté et humilité. Des mois passèrent et, un après-midi ensoleillé, la famille Dubois se réunit dans le parc de la ville pour un pique-nique. Ils riaient et discutaient, profitant de la compagnie les uns des autres. Jean Martin les rejoignit, apportant des nouvelles de l'enquête qui continuait à exposer les figures corrompues liées à Charles Lefebvre. « Tu as fait un excellent travail, Marc, dit Jean, tapotant l'épaule du jeune homme. Je suis fier de toi. Marc sourit, se sentant inspiré. Il y a encore beaucoup à faire, mais nous continuerons à nous battre. Alors que le soleil commençait à se coucher, Anthony leva son verre, proposant un toast. À la famille, à la vérité et à la justice. Que nous ne cessions jamais de nous battre pour ce qui est juste. Tous levèrent leur verre, reprenant le toast d'Anthony. À cet instant, chacun d'eux ressentit la force de leur union et l'importance de rester fidèles à leurs principes. Et ainsi, l'histoire de la famille Dubois devint un exemple de courage et de résilience. Ils avaient affronté des adversités et en étaient ressortis plus forts, inspirant les autres à suivre le même chemin. Le message de leur parcours était clair, la vérité et la justice prévaudront toujours, tant qu'il y aura du courage pour les défendre.